Mon cher président, je te remercie. Tu as tout dit, donc je peux conclure que la journée est finie. Non, je plaisante. Je voulais remercier les jeunes organisateurs de ce colloque, et notamment nos deux brillants docteurs en histoire du droit qualifiés, qui ont d'ailleurs trouvé un emploi temporaire, mais qui s'offrent, j'en suis sûr, une belle carrière au sens noble du terme, c'est-à-dire réfléchir et produire de la science. Et puis je leur dois leur présenter toutes mes excuses quand j'ai accepté cette intervention avec enthousiasme, parce que c'est bien de mélanger les générations et surtout les points de vue. Je pensais que j'aurais beaucoup de temps pour préparer une intervention nouvelle sur des sources inédites, et puis j'ai été rattrapé par des obligations parisiennes. Et donc, mon propos sera général, d'où le titre de mon intervention. Je vais prendre le grand angle en espérant susciter votre intérêt, parce qu'après l'administration des morts, ça va pas être simple, de vous sortir des limbes. Bon, alors le cadre général de mon intervention, il est très simple, c'est de comprendre en quoi 1799, puis 1804, mais qui n'est que la conséquence de 1799, je vais y revenir, en quoi 1799 est une contre-révolution, ou plutôt un reniement des principes de 1789, et je entends 1789 comme le bloc révolutionnaire, c'est-à-dire comme la décennie révolutionnaire. Et comme vous l'avez bien compris, je qualifie donc la décennie révolutionnaire de démocratique. Alors je voudrais qu'on s'entende. D'abord, en premier lieu, sur cette appellation de démocratie, c'est l'occasion pour moi de pouvoir enfin intervenir sur ce sujet. 1789 n'est pas une démocratie au sens propre du terme, ça commence d'ailleurs par une monarchie constitutionnelle, et que jamais, au sens étymologique, le peuple n'a exercé directement le pouvoir. Bien. Donc il n'y a pas de démocratie sous la Révolution française, et les révolutionnaires avaient en horreur d'ailleurs en 1789 le mot même de démocratie. C'est pas pour rien qu'ils ont inventé la souveraineté nationale, je vais y revenir. Il n'empêche, et il serait absurde de prétendre le contraire, sauf à penser contre tous les philosophes du politique, à commencer par Marcel Gauchet, qui a écrit des choses brillantes sur la révolution des pouvoirs. 1789 invente le principe démocratique pour la France. L'Amérique l'a déjà connu, d'ailleurs la France a soutenu la révolution des Amériques. Et 1789 invente donc bien le principe démocratique, peu importe si ce principe démocratique n'arrive pas à fonctionner pendant la décennie. Ça reste notre actualité, c'est la bonne nouvelle. Et puis c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que nous héritons donc toujours de la Révolution française, et que nous pouvons parfois la réveiller. En tout cas, il faut toujours la réinterroger. Alors, 1789, c'est le principe démocratique de deux points de vue. C'est la démocratie politique, c'est facile à comprendre. C'est le principe de la représentation fondée sur la légitimité élective. Je pense que personne ne peut contredire ce principe. Il y a donc bien un principe démocratique dès lors que l'Assemblée nationale capte la souveraineté au détriment du roi. Mais c'est aussi, et c'est sans doute sa part la plus moderne, c'est celle qui nous travaille le plus aujourd'hui, et elle ne devrait pas nous inquiéter puisqu'elle est donc dans l'ADN de 1789, c'est la démocratie des droits. Alors qu'est-ce qu'on entend par la démocratie des droits? Là aussi, je ne fais que reprendre ce qu'a écrit Marcel Gauchet après d'autres auteurs, notamment des spécialistes de la Révolution française, c'est que ce sont les droits posés au fondement du politique. C'est pas pour rien qu'on fait une déclaration des droits de l'homme avant de rédiger une constitution, et tout pouvoir politique n'a de légitimité que dans la sauvegarde des droits. Alors ça ne marchera jamais. La France sera le pays de la déclaration et jamais de la garantie. Mais il n'empêche qu'on a posé le principe qu'il n'y avait de légitimité au pouvoir politique que dans la garantie des droits. On a donc la démocratie sous ces deux exceptions très simples, que sont la démocratie politique et la démocratie des droits. Or, mon propos va être très simple, vous allez voir, c'est d'expliquer en quoi, et je vais surtout insister sur la question des droits, c'est de comprendre en quoi le régime napoléonien, ce que j'appelle moi le modèle napoléonien, ce qu'on pourrait même, je crois, appeler un système napoléonien, je vais essayer de vous le montrer, parce qu'il y a une logique d'ensemble. Le système napoléonien liquide
la démocratie politique. Bon, ça, on va aller vite parce que c'est connu. Mais il réserve aussi un sort qui devrait tout autant nous préoccuper à la démocratie des droits. Bon. Et ici, par démocratie des droits, nous allons rejoindre le cœur de l'idée démocratique. C'est pas seulement un régime représentatif et des droits au fondement politique. L'idée démocratique, c'est telle que l'entendait Tocqueville, parce que la démocratie, elle est née, elle s'est popularisée, l'idée démocratique qui n'avait pas bonne presse en France depuis 1789. C'est Tocqueville qui nous a acclimatés avec l'avènement de la démocratie. Et cette démocratie, elle n'est pas politique. Et ce n'est pas une démocratie des droits. C'est avant tout la question de la démocratie sociale. Or, le régime napoléonien s'intéresse de très près à la démocratie sociale, puisque le régime napoléonien entend fonder le social et administrer les individus qui composent ce social, ce qui distingue très nettement le modèle français des modèles anglo-saxons. Et de ce point de vue-là, évidemment, le régime napoléonien fait système. Bon, c'est ces deux points donc, que je voudrais voir avec vous, en insistant surtout sur, vous allez voir, sur l'aspect social, parce que quand on administre les droits, on essaye de se projeter dans un ordre social. Bon, la mort de la démocratie politique, alors je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit lors de la journée Marcel Morabito sur le modèle césarien. Ce que je voudrais dire sur la mort de la démocratie politique, c'est qu'elle tient à la nouvelle représentation du souverain. Et ça, c'est un moment très important. De même que la représentation du souverain a radicalement changé en 89, en 99 va radicalement changer la représentation du souverain. Et c'est ici qu'il faut prendre très au sérieux ce que disait Frédéric ce matin est très juste. Il y a une métamorphose du droit constitutionnel, il est en perpétuel changement, le droit constitutionnel, mais il faut le prendre très au sérieux, ce droit constitutionnel. Pourquoi? Parce que d'emblée, il instaure quelque chose qui ne va jamais changer. C'est un régime monocratique, au sens étymologique du terme. Dès l'article 39 de la Constitution de l'an 8, on a un premier consul qui a des attributions particulières, comme dit cet article 39, c'est-à-dire qu'il a toutes les prérogatives, en fait, de la souveraineté. Mais en plus d'avoir les prérogatives de la souveraineté, c'est un régime inédit, en tout cas par rapport à l'héritage révolutionnaire qui lui précède et qu'il est censé normalement sauver. Or, il ne sauve rien du tout, puisque ce qui change avec ce monocratisme qui est consacré dès Frimaire en 8, c'est la question de la titulature de la souveraineté. Je voudrais revenir sur ce point. Et on va rejoindre la question des corps. Bien. Le propre de la Révolution française, je le rappelle, ça a été d'arracher la titulature à un être unique et concret, à un corps qui existe, qu'on peut toucher. C'est le corps du roi. On a arraché cette souveraineté au corps du roi pour la porter vers une abstraction qui est la nation représentée. On est bien d'accord. Alors c'est une caractéristique essentielle de toute démocratie. J'y insiste parce qu'aujourd'hui ça semble poser problème à certains dirigeants. C'est une idée donc qui vient de Claude Lefort dans ses travaux relatifs à la Révolution française. La démocratie se caractérise comme un lieu vide du pouvoir. C'est la grande innovation de la Révolution française. Personne ne peut s'approprier le lieu de la démocratie et donc la titulature de la démocratie. Elle ne loge pas un corps, la titulature de la souveraineté en démocratie. Ce sont des élus qui ne font qu'exercer des prérogatives à temps, dans une enceinte qui se vide d'ailleurs une fois qu'ils sont partis. Alors après, peu importe que la souveraineté soit nationale ou populaire. La titulature de la souveraineté n'appartient plus à une personne identifiable et incorporée. Or, le propre du régime napoléonien, c'est de réincarner. On pense que la désincarnation a erré, que la représentation a échoué. Et comme on pense que la représentation a échoué, alors il faut dire que le directoire a montré un assez mauvais exemple avec des coups d'État à chaque élection législative, le propre du régime napoléonien va donc être de réincarner en un seul la titulature de la souveraineté. Bon. Du fait de ses prérogatives souveraines, le premier consul autoproclamé de l'an 8 était donc déjà un monarque, parce qu'il reprend le principe de l'incarnation de la souveraineté, qui était le principe de la souveraineté monarchique. Il est donc jugé représentatif, mais pas du tout au sens révolutionnaire du terme. Il est jugé représentatif, mais c'est sur la logique qui va être très rapidement religieuse, confère justement l'Empire en 1804,
ou c'est sur la logique théologique de la souveraineté. Mais le fait qu'il soit empereur, en 1804, ne modifie en rien ses prérogatives souveraines. Ce qui veut dire qu'il est déjà quasiment monarque en régime républicain, en étant le premier consul de l'an 8. D'ailleurs, cette constitution de l'an 8 ne parle pas de la souveraineté. Et pour cause, c'est un sujet qu'on ne pouvait pas aborder, la question de la souveraineté. On venait de la réincarner en donnant tous les attributs de la souveraineté et la titulature de la souveraineté à un seul. Ce qui veut dire qu'on retrouve un souverain incorporé. La fameuse question du corps. Bon, le souverain incorporé, c'est le contraire même de la logique révolutionnaire, puisque l'incorporation du souverain, elle a une légitimité qui en général repose sur deux piliers. C'est la légitimité historique, on remonte le fil du temps, jusque si possible le baptême légendaire de Clovis. C'est la sacralité du corps du roi, ce qui le place au-dessus évidemment du simple mortel et le légitime à gouverner. Et c'est donc, en plus de la légitimité historique, la légitimité religieuse. Et donc ce pouvoir réincarné, il renoue avec quelque chose d'encore plus fort que l'idée de corps, il renoue avec la vieille idée de l'anthropomorphisme. Ce qui veut dire que le pouvoir est à l'image du corps d'un homme et de l'incarnation de quelque chose de plus en un homme, puisque la souveraineté, c'est le pouvoir qui vient de Dieu, hein, évidemment, le souverain. Tout pouvoir vient de Dieu, c'est la fameuse phrase de Paul, bon, de saint Paul. Ce qui veut dire que la France recule, en fait, de plus de 20 ans. Enfin non, elle recule de plus de 10 ans en 1799, parce que même si cette légitimité religieuse et historique est de carton-pâte, il n'empêche que on renoue au plan anthropologique, pour ne rien dire du plan psychanalytique, à l'idée d'un père qui gouverne ses sujets, lesquels sujets ne sont plus des citoyens, mais plus exactement des mineurs. Et il ne faut pas s'étonner que ces mineurs deviennent très rapidement des administrés et que la question de la tutelle intéresse aussi bien le droit privé que le droit administratif à cette époque. Bon, c'est le désir politique de Dieu qui s'incarne dans cet anthropomorphisme. C'est vraiment, je crois, l'expression, l'anthropomorphisme de cet individu seul titulaire de la souveraineté, qu'on va d'ailleurs mettre en image, hein, c'est dû au miroir, là je vous renvoie aux travaux de Pierre Legendre. Or c'est très prégnant. Depuis l'Ancien Régime, avec Rigaud notamment, vous savez, on a les portraits officiels des rois de France, je crois qu'ils sont aujourd'hui au château de Versailles, et on va reprendre immédiatement, on va pouvoir montrer le souverain. On va montrer le corps du souverain, puisque Napoléon Bonaparte, premier consul ou empereur, va pouvoir avoir ses peintures officielles. Ça sera le Sacre, notamment de Jacques-Louis David, qui met en image pieuse ce personnage sorti pourtant de la Révolution française. Et aujourd'hui, les portraits officiels, évidemment, des présidents de la République nous montrent que nous sommes en pleine irrationnelle politique, puisqu'on devra avoir un président de la République qui incarne une fonction à temps, dans un espace vide démocratique. Or, nous représenter, le dernier cas en date, c'est celui d'Emmanuel Macron, en souverain incarné, exactement comme les rois de l'Ancien Régime. Il est représenté en tête. On ne voit pas ses jambes dans le portrait où il est devant son bureau là, à l'Élysée. Il est de science sûre. Il a un livre ouvert à côté de lui qui ressemble à une Bible, puisqu'il connaît les Écritures, comme les rois d'Ancien Régime. Hein, c'est la lex animata, en quelque sorte. Que cette image pieuse moderne, que sont les portraits du président de la République, je vous rappelle que Emmanuel Macron a voulu rendre obligatoire, ce qui n'est qu'une coutume. Hein. Le portrait, c'est pas du droit public, le portrait du président dans les communes. La preuve, c'est qu'on a relaxé, enlevé. C'était pas un outrage au chef de l'État, mais Emmanuel Macron voulait rendre obligatoire cette image pieuse moderne du président de la République, cet anthropomorphisme si curieux en régime démocratique. Bon, c'est la première chose que je voulais dire. Donc la réincarnation, c'est l'autre nom du monocratisme napoléonien, et ça va inaugurer, alors là au plan juridique, deux choses nouvelles, et qui interrogent la démocratie représentative, parce qu'en fait ça tord le coup, vous allez voir, à la démocratie représentative. Ce sont deux choses qui peuvent sembler antinomiques au régime démocratique. C'est l'avènement de deux choses, le régime napoléonien, et deux choses qui sont modernes, c'est pour ça que j'en parle, c'est le gouvernement d'une part, c'est l'État d'autre part.
Bon, en effet, c'est la Constitution de l'an 8, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la lettre écrite de la Constitution, même si elle va être assez peu appliquée, en fait, cette Constitution. Elle n'a pas été appliquée à donner tout le pouvoir à un seul homme. Mais à donner tout le pouvoir à un seul homme à la tête d'un gouvernement. Vous le savez, c'est la première fois que le mot remplace pouvoir exécutif ou puissance exécutive, qui était l'expression employée dans les 3 constitutions révolutionnaires. J'ai écrit un article à ce sujet dans les Annales historiques de la Révolution française en 2017 qui s'appelle « La force du gouvernement ». Tous les révolutionnaires souhaitaient un gouvernement, mais il était interdit de l'écrire dans la Constitution, puisque le gouvernement émarge au vocabulaire de l'anthropomorphisme. Parce que le gouvernement, ça n'est pas un mot juridique, c'est incarner le pouvoir dans le capitaine d'un bateau qui tient le gouvernail. Et qui est donc, on est dans l'irrationnel, là encore, politique, c'est la vieille pastorale, le gouvernement, c'est conduire le troupeau, mais là c'est conduire une population qui est réputée être sur une mer hostile, puisqu'il faut un capitaine pour tenir le gouvernail, gouverner c'est ça, hein, c'est tenir le gouvernail, et sauver le navire de la tempête, c'est donner le cap. C'est supposer d'ailleurs des éléments dangereux. Ça va bien d'ailleurs avec le climat romantique post-thermidorien. Ce gouvernement, il est la traduction en droit constitutionnel de la souveraineté confiée à un seul. Bon. Et puis ce gouvernement, il montrait bien qu'une seule personne était souveraine, puisque le pouvoir exécutif interdisait au titulaire du pouvoir exécutif, que ce soit une seule personne, le roi, organe constitué, ou ensuite de plusieurs ministres dans la Constitution de 93, ou un directoire dans celle de 1795, l'exécutif n'exerçait pas de volontarisme juridique. C'est-à-dire que l'exécutif ne créait pas de normes. Il avait des prérogatives en matière pénitentiaire, etc., mais il ne pouvait pas créer de normes. C'est-à-dire, 2 choses. Il n'était jamais à l'initiative de la loi. Il n'avait pas de pouvoir réglementaire. Ce sont 2 choses qui sont fondamentales. Quand on invente le mot gouvernement, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il faut que le capitaine du navire, il ait l'initiative de la loi. Il l'aura à titre exclusif, hein, dans la Constitution de l'an 8. Bon, c'est un aspect très moderne que l'exécutif ait l'initiative de la loi. Cela aurait fait horreur aux révolutionnaires, d'autant qu'il n'est pas un représentant de la nation ni du peuple, ce premier consul, puis cet empereur qui n'a jamais été élu. Et puis d'autre part, ce gouvernement dispose d'un pouvoir législatif dérivé, qu'on appelle le pouvoir réglementaire, qui reste un objet d'interrogation. Parce que rien n'imposait, enfin, il n'y a pas de nécessité au pouvoir réglementaire, qui est en fait un pouvoir législatif dérivé. Comme on va très peu légiférer, le tribunal est supprimé en 1807, comme on ne réunit plus le corps législatif à partir de 1809, il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide de prendre des décrets impériaux, des arrêtés d'abord, puis des décrets impériaux au sein de la seule assemblée qui va fonctionner pendant tout le régime napoléonien, qui est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, justement, deuxième invention d'une très grande modernité de cette Constitution de l'an 8, c'est la première fois qu'on constitutionnalise le mot État. Alors ça peut sembler bêta, hein, un peu niais de s'intéresser au vocabulaire présent dans les constitutions, mais en fait je crois que c'est quand même très révélateur. Bon, le mot État, il existe, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit dans une conférence qu'on avait fait ensemble avec les doctorants. L'État, c'est un mot qui existe depuis le XVIe siècle, mais ce n'est pas un mot qui est chargé juridiquement. L'État, il désigne une unité politique. C'est le royaume, en fait, l'État, ou c'est l'État d'une société. C'est ce qui est en l'État. L'État. Les anglo-saxons entendent toujours l'État de cette façon-là. C'est le un en l'État. Alors que l'État, qui fait son apparition dans la Constitution de l'an 8, se charge d'une juridicité. Or, cet État, il advient par le biais du Conseil d'État. Il y a plus de 10 fois, je crois, le mot État dans la Constitution de l'an 8, du fait du rôle essentiel que va jouer le Conseil d'État. C'est lui qui est titulaire pour le premier consul et donc pour le gouvernement des prérogatives de la souveraineté. Or, je le répéterai toujours, et ce n'est pas un discours d'hostilité à l'égard du Conseil d'État, c'est un devoir de vérité à l'égard de la généalogie et des origines historiques du Conseil d'État. Le Conseil d'État, du fait de ses prérogatives et de son institution, est la négation même des principes démocratiques. Pourquoi ? Parce que dans la démocratie révolutionnaire, à tout le moins, on essaye de séparer les pouvoirs et les fonctions. Bien.
Il y a un pouvoir qui est censé faire la loi, un autre pouvoir qui est censé la faire exécuter, et puis un pouvoir qui est censé faire exécuter les lois autrement, c'est le pouvoir judiciaire. Bon. Or, le Conseil d'État, qui est une reprise d'une institution en partie d'Ancien Régime, opère un retour à l'Ancien Régime, mais dans un monde qui a radicalement changé, c'est-à-dire qu'il confond à lui seul les trois pouvoirs, puisqu'il rédige les projets de loi dont le gouvernement a seul l'initiative, qu'il rédige les règlements d'administration publique, on voit donc qu'il est dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir exécutif, et en plus il va être juge administratif et juge des conflits de compétences entre lui-même et l'autorité judiciaire. Bon. Et donc l'État devient quelque chose qui n'est pas seulement un mot du vocabulaire littéraire, ça devient quelque chose qui a une signification juridique. L'État est là pour le renforcement des prérogatives du pouvoir exécutif, qui vient absorber en général le pouvoir législatif, lorsque vous avez la dénomination État. Et viendra très logiquement se greffer sur l'État le chef de l'État. Alors il n'y a pas l'expression chef de l'État dans la Constitution de l'an 8, ça sera en 1814 et puis en 1852, mais Napoléon Bonaparte puis Napoléon Ier, comme vous le savez, préside le Conseil d'État et il est donc chef en fait de son État. Et une nouvelle fois, le chef de l'État, c'est une expression qui est effrayante, enfin qui devrait nous effrayer, ou en tout cas nous alerter sur le fait que là encore on est dans l'anthropomorphisme, dans la question des corps. C'est la caput capitis, hein, c'est la tête de l'État. C'est la reprise de l'anthropomorphisme, là encore, des représentations religieuses du pouvoir depuis au moins l'époque médiévale. Et donc c'est évidemment une expression que nous devrions bannir de notre vocabulaire, et politique et juridique en démocratie. Il ne peut pas y avoir de chef de l'État dans cet espace vide, dans cette agora, qu'est le lieu de débat, où prend naissance et où est censée vivre la démocratie. Bon. Alors, cet État et ce gouvernement vont donc exercer l'essentiel des prérogatives de la souveraineté, et c'est par le biais de cet État et de ce gouvernement qui ne font que traduire la toute-puissance du pouvoir exécutif, qu'après avoir liquidé le principe démocratique au plan politique, on va pouvoir s'attaquer à la démocratie des droits, deuxième temps, et c'est le plus important. Bon. Pourquoi? Parce que derrière la constitution politique, j'avais conclu dans la journée Morabito sur ce point, et c'est ça que je voudrais développer ici, en fait la constitution politique, elle s'évanouit très vite, elle peut sembler a priori assez peu importante en régime autoritaire où tout se règle par des questions politiques, mais en fait la constitution politique, elle donne elle donne le signal de deux autres constitutions. Frédéric en a parlé ce matin. C'est sur la constitution politique qu'on va pouvoir greffer deux constitutions, une constitution civile et une constitution administrative. Et c'est vraiment la part la plus vivante, surtout la constitution administrative, parce que heureusement la constitution civile on l'a un tout petit peu amendée. Ce sont les deux constitutions qui n'auraient pas, enfin qui sont vraiment à l'image de la constitution politique, parce que c'est sur le modèle monocratique et c'est sur le modèle de l'anthropomorphisme dans les deux cas. Bon, alors. Pourquoi est-ce qu'il y a une constitution civile et pourquoi il y a une constitution administrative? Parce que le pouvoir monocratique de Bonaparte, et ça c'est un point essentiel qui nous distingue des traditions anglo-saxonnes, c'est que le pouvoir ne s'exerce pas sur une société toute faite. Et là l'héritage révolutionnaire, évidemment, y pèse lourd. Ce n'est pas une société toute faite, c'est une société qui a entendu se régénérer depuis 10 ans, et qui a été en grande partie régénérée, il y a un ancien régime et une révolution. On a à peu près défait toutes les institutions d'ancien régime pour essayer d'en bâtir des nouvelles. On a tout modifié des institutions publiques, on a réformé le droit de la famille, et par conséquent, une société est à refaire. Or, le sentiment, vous le savez, des Français en 1799, c'est le sentiment que même la terre a tremblé sous leurs pieds, puisqu'on a un tiers des propriétés ont changé de main, que la famille a été régénérée, etc., etc., et que par conséquent, il faut
refaire une société, il faut reformer une société. D'où le fait que les premiers publicistes, et je cite toujours Portier de Loise dans son cours de législation administrative, Portier de Loise, dès la première page de son livre, dit l'État, alors je voudrais citer exactement, il dit l'État forme une société dont chacun des membres a des devoirs à remplir envers l'État en général. Bon, c'est le premier cours de droit administratif proféré à l'Université de Paris, et ce cours s'appelle le cours de législation administrative dans l'ordre correspondant à l'harmonie sociale. Quel est l'objectif d'une constitution civile et d'une constitution administrative? Bien, c'est ça. C'est de mettre tout cela en musique. Il faut de l'harmonie sociale. Donc il n'y a pas d'opposition possible entre l'État et la société, et il n'y a pas d'extériorité de la société à l'État. La spécificité de la France, c'est que la société doit procéder de l'État. Et c'est une vraie volonté politique, clairement mûrie et réfléchie. Ça sera les fameux blocs de granit. On est dans le modèle opposé au modèle allemand ou au modèle anglo-saxon. Bon, le consulat et l'Empire vont tenir la promesse d'une régénération, mais qui n'est pas du tout celle que voulaient les révolutionnaires, puisque les révolutionnaires, la régénération devait procéder de la liberté, alors que la régénération napoléonienne, elle procède d'actes d'autorité. Donc on a deux constitutions. La constitution civile, elle est très simple, c'est celle qui va présider au Code civil de 1804, qui n'est pas du droit privé. Méfions-nous, méfiez-vous de cette dichotomie, cette summa divisio qui a été réactivée après 1945 en fait en France et qui n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de sens. Le droit privé peut faire évidemment l'objet d'une lecture politique. Il n'y a pas plus politique que la propriété, il n'y a pas plus politique que le droit de la famille. Le droit privé n'a pas les mains pures. Voilà. Et il doit toujours s'interroger sur les finalités du droit. Le premier à l'avoir compris, c'est Napoléon Bonaparte. Je vous renvoie au formidable essai de Xavier Martin, Mythologie du Code Napoléon. Pour moi, c'est ce qui a été écrit de plus corrosif et de plus intéressant au sujet de la philosophie du Code civil. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais je crois que la filière d'intelligibilité est la bonne. On renoue avec l'Ancien Régime, vous le savez, dans le Code civil, dans un intérêt de paix sociale. Le bon ordre dans les familles, c'est le bon ordre dans l'État. Il avait compris le chancelier d'Aguesseau, enfin, les rédacteurs, parce que ce n'est pas Napoléon Bonaparte, Cambacérès surtout, et puis Portalis. Il faut une société stable, donc c'est l'État qui va imposer l'ordre dans les familles. De même que le pater familias était à l'image du roi à l'égard de ses sujets, le réarmement du père dans le Code de 1804 correspond à un monocratisme familial, en fait. On s'inspire de l'Ancien Régime, mais tout a changé, parce qu'il n'y a plus de société d'Ancien Régime. Bon. Ça va se traduire, vous le savez, concrètement, par la capacité juridique accordée à un seul, toute la famille se construit et les autres sont des mineurs sous tutelle. Comme les communes sont des mineurs sous tutelle, comme beaucoup de choses dans la société administrée sera assimilé à la tutelle. Le droit administratif a beaucoup emprunté au mécanisme de droit de la famille et au mécanisme de droit privé. Bon, la capacité juridique des enfants, elle était ancienne, mais on la réactive et on la renforce surtout. J'en parlais ce matin avec une de mes étudiantes qui va, j'espère, travailler en Master 2 sur cette question. Je la vois ici. Il y a une chose qui est très nouvelle, c'est le droit de correction. Il y avait bien des lettres de cachet, elles étaient pour la noblesse ou la très grande bourgeoisie sous l'Ancien Régime, elles étaient en nombre très restreint. La preuve, dans la Bastille, il n'y en a qu'un seul qui a été enfermé sur la lettre de cachet, c'est le marquis de Solage, qu'on libère en 1789. En revanche, dans le Code de 1804, il y a un droit de correction. On peut enfermer de 3 mois à 6 mois sur simple lettre envoyée au président du tribunal de l'arrondissement un de ses enfants. À partir de 16 ans jusqu'à 21 ans, parce que l'âge de la majorité, depuis la loi de 1792, c'est donc un enfermement arbitraire, c'est-à-dire qu'on demande au pater familias d'exercer une espèce de justice privée. Exactement comme Napoléon Bonaparte exerce la justice retenue dans son Conseil d'État. On mélange tous les principes, en fait. Et le Code civil est beaucoup plus sévère, en fait, que ne l'était le droit d'Ancien Régime à l'égard des enfants. Et puis enfin, le Code de 1804, c'est machine arrière toute pour le peu de droits qu'on avait accordé aux femmes depuis 1790. L'incapacité juridique de la femme mariée est totale et absolue. Dans le Code civil, on renoue en fait avec la législation du XVIe siècle. C'est à peu près aussi sévère, mais à mon avis c'est plus sévère, parce que la société n'offre plus les mêmes protections en 1804 que sous l'Ancien Régime. Bon, la femme n'a jamais été à l'égal de l'homme, évidemment, sous la Révolution française. On lui a toujours dénié les droits politiques, c'est une évidence, mais il faut rendre à la Révolution française qui lui appartient. La Révolution française avait commencé à émanciper les femmes au plan civil.
Pourquoi? Il y en a un exemple très simple, c'est pour ça que j'y ai consacré un article, parce que c'est passionnant, dans la revue Clio et Thémis, le divorce. La loi scandaleuse, qui sera jugée scandaleuse des 20-25 septembre 92, qui est celle qui laïcise l'état civil, reconnaît le divorce pour incompatibilité d'humeur et de caractère. Or, de ce que j'ai lu des débats parlementaires, parce que ce motif de divorce va être contesté sous le directoire, supprimé dans le code de 1804, ce divorce, c'était pour les femmes mal mariées d'Ancien Régime, en fait. C'était pour frapper la noblesse jusqu'à dans ses tombeaux, hein, disait Mirabeau au sujet de succession. C'est la même logique, ça, en matière de divorce. C'est le divorce unilatéral, c'est la répudiation, en fait. Hein. Ce divorce, c'est une répudiation. Jamais on n'a osé aller jusque-là en matière de divorce. Et des études qui ont été menées, notamment par Dessertine à Lyon, ce sont les femmes qui demandent ce divorce pour incompatibilité d'humeur et caractère. Ce sont les commerçantes qui avaient déjà une capacité juridique. Ce sont les donc qui savaient agir en plus en justice. Ce sont les commerçantes qui ont limogé en général un vieux monsieur à qui on les avait mariés avant 1789. Or ces droits civils qu'on avait octroyés au moins à certaines femmes, au moins à la bourgeoisie des villes, ces droits civils n'existent plus pour plus d'un siècle. Dans le Code civil, puisqu'il faudra attendre les années 1830 pour que vraiment on commence à octroyer des droits civils sérieux aux femmes. Donc une première constitution civile pour que on ait un ordre social par une instrumentalisation du droit civil, une vraie politique familiale. Aujourd'hui, on a donc toujours des ministres de la famille ou des affaires familiales, puisque évidemment la famille est un objet politique. Bon, c'est la première constitution qui découle de la constitution politique ou de la logique de l'anthropomorphisme présent dans la constitution politique. C'est la question de la constitution civile, avec le même anthropomorphisme, un père de famille. Et on va avoir ensuite la constitution administrative, alors que je connais beaucoup mieux, donc je vais pouvoir vous la résumer, avec des choses quand même qui sont, de mon point de vue, m'étonnent toujours et me semblent toujours aussi stupéfiantes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'habileté, évidemment, du régime consulaire qui récupère les cadres de l'administration révolutionnaire de 1789, mais change complètement la logique de l'administration révolutionnaire. C'était une administration élue, non pas représentative, mais élue. C'est une administration citoyenne. Les juges étaient élus, les administrateurs étaient élus. Napoléon Bonaparte cette administration élue révolutionnaire au profit de l'administration nommée, et une nouvelle fois, sur un modèle anthropomorphique, un seul homme. Là encore, c'est le monocratisme. On va donc avoir l'invention du préfet, prae facere, pour faire. Hein. C'est une colonne vertébrale, le préfet. Hein. On ne lui demande pas de réfléchir. Il est à l'image de... Non mais c'est vrai, il est à l'image du seul qui est capable de gouverner. C'est le capitaine, c'est le premier consul ou l'empereur. Le préfet sont nommés directement par le premier consul, puis par l'empereur, et puis les maires sont nommés et seront nommés jusqu'en 1876, voire jusqu'en 1882, pour les plus grandes villes. Bon. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une chaîne de dépendance. Comme disait Roderer, Chaptal lorsqu'il présente la loi de Pluvieux en 8, hein, parce que cette réforme administrative, vous le savez, c'est la grande loi de février 1800, il faut créer une chaîne de dépendance, puisqu'il faut que les ordres du chef de l'État se transmettent à l'administré, avec la rapidité du fluide électrique, disait ce savant qui était Chaptal. C'est donc la naissance de l'administré. De toute façon, le citoyen, il a des droits politiques inutiles, le suffrage universel est consacré, mais on n'élit jamais personne, puisque on constitue des listes de confiance. Et c'est donc la naissance de l'administré. D'ailleurs, la naissance de l'administré, hein, Portier de l'Oise, je vous cite encore son cours de 1808, Portier de l'Oise écrit, dès le début de son ouvrage, « La personne s'offrira à nous, simple membre de l'État, virgule, administré ». Et il écrit en italique. Membre de l'État, le membre de l'État, c'est un administré. Bon. C'est ce que dit Rosan Vallon, hein, splendeur du citoyen, misère de l'administré. On plonge pour très longtemps dans le monde de l'administré. Et pourquoi est-il un administré? Parce qu'il est potentiellement dangereux, cet individu. Les citoyens ont montré qu'ils pouvaient être rebelles, hein, vous savez, ce sont les fameux Gaulois indomptables, hein, ou réfractaires, voilà, c'est ça. Les fameux Français réfractaires, il faut les polisser. Il faut les domestiquer, il faut exercer. Ce sont des mineurs sous tutelle. Et donc, on va raboter leurs droits au profit de quoi? Au profit d'une police administrative. La fameuse police administrative, qui est à la fois quelque chose d'ancien régime, qui change radicalement de sens avec le régime napoléonien. L'idée générale étant qu'il faut policer un corps social qui est potentiellement dangereux. Alors d'abord, le b.a.-ba.
parce que dans tout ce que je peux lire, en ce moment j'en lis beaucoup de droit administratif, s'il y a bien l'objet le moins interrogé du droit administratif, le dernier objet qu'on n'ose pas interroger en droit administratif, qui fait l'objet de très peu de thèses, c'est la question de la police. Parce que c'est un sujet qui dérange. Parce que on a refoulé beaucoup de choses sur ce dont la police est le nom. Bon. Alors, c'est quoi cette police? Elle a été très bien étudiée pour la police d'Ancien Régime, on la connaît très bien. Elle est d'origine judiciaire et religieuse. Bon. Et elle est confiée à des magistrats. Le roi peut exercer une police parce qu'il a le droit de justice, etc. etc. Cette police pouvait-elle traverser 1789? Oui et non. Bon. Alors, cette police au sens de domestiquer une société, c'est une anomalie, première chose à remarquer, eu égard à l'impératif de liberté du 26 août 1789. On ne doit pas, en principe, on doit laisser la liberté pencher vers sa vraie nature, sans qu'il y ait besoin d'exercer une police qui, à l'origine, la police, c'est d'abord la police des mœurs, que c'est d'abord la police de la religion, l'origine même de la police. Bon, la police, c'est ensuite un contresens eu égard au principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives posées le 26 août, dans la loi des 16-24 août, 1790. Bon, la police n'aurait dû exister que judiciaire. L'autorité judiciaire juge, l'autorité administrative administre. C'est une séparation des fonctions, c'est pas une séparation des juridictions, la séparation de 1790. Donc, il n'y aurait dû y avoir comme survie de la police que la police judiciaire. C'est une des limites de l'ouvrage de Paolo Napoli, de ne pas avoir saisi cette mutation en fait, de la police au contact des principes révolutionnaires. On va avoir une police judiciaire, en effet. La police judiciaire, elle n'est pas antinomique de la démocratie. Il y a un délit constitué, il y a un magistrat qui est le seul susceptible de pouvoir connaître de la mesure des libertés. L'autorité judiciaire va ensuite entamer des poursuites en se faisant aider, le cas échéant, par les autorités administratives, c'est-à-dire les forces policières. Mais il n'aurait pas dû pouvoir exister de police administrative. Parce que la police administrative porte atteinte à la liberté avant même une constitution de délit. Le principe même, je vais y revenir, de la police administrative, comme disait Clémenceau, qui a très bien résumé la situation. En démocratie, il n'y a qu'une seule police avouable. Il disait, c'est la police judiciaire. Bon, il avait au moins le mérite de dire les choses. Alors c'est très problématique, puisque cette police administrative, elle apparaît immédiatement. Elle apparaît immédiatement parce que la société est immédiatement dangereuse, en fait. Elle apparaît au moment des troubles municipaux, des troubles révolutionnaires municipaux de 1789. Parce que les deux lois dont je viens déjà de mentionner l'existence instituent immédiatement une police administrative. C'est la loi sur les communes du 14 décembre 1789 qui confie au maire, alors il était élu le maire, au moins il avait cette légitimité démocratique, qui confie au maire le soin de pourvoir à la sécurité, la salubrité, la sûreté, etc. C'est un article de la loi du 14 décembre 89. Donc là, on a la police administrative, donc il va pouvoir prendre des arrêtés. Ce pouvoir réglementaire n'est jamais défini dans aucun texte. Le pouvoir réglementaire, on ne connaît pas il n'a pas d'origine textuelle. C'est une pratique, le pouvoir réglementaire. Bon. Il va pouvoir prendre des arrêtés pour interdire certaines choses, et puis ensuite c'est la loi des 16-24 août 1790 qui énumère là dans le détail, qui est pourtant relative à l'organisation judiciaire, la loi des 16-24 août 90, elle a besoin de cette police administrative qui de façon préventive, interdit la manifestation de certaines libertés. Et tout cela va être... On se rend compte qu'il y a une dichotomie. Il y a une police judiciaire qui réprime des délits constitués, mais on a tout de suite, en fait, les révolutionnaires ont tout de suite institué une police administrative qui a le droit de restreindre les libertés. C'est ce dont va prendre conscience le Code des délits et des peines du début du Directoire de 1795, qui nous donne la première définition de la grande distinction entre police judiciaire, délit constitué, et police administrative, celle qui vient avant, prae venire, qui vient avant le délit. Bon. Si elle est préventive, c'est que cette prévention suppose évidemment une société dangereuse qu'il faut administrer. Comme dit le Code de 95, la police administrative s'intéresse à la société et aux individus pris en masse. J'aime beaucoup cette définition. Il faut policer l'ensemble de la société. Elle va donc administrer les libertés, cette police administrative, et interdire en fait
la liberté à presque toute la population, parce que désormais la société est affondée et que la société existante est réputée dangereuse. Bon, l'anthropologie est très pessimiste depuis 1794. Bon. On va donc administrer ce qu'on appelle, nous, les libertés publiques, mais aussi les libertés individuelles. Bon, les libertés publiques, il est bon de le rappeler quand même, parce que l'historiographie napoléonienne est souvent très complaisante à l'égard de ce régime. On a proclamé les droits, la Révolution française ne les a pas consacrés du point de vue de leur garantie juridictionnelle, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ont été bafoués très rapidement. Mais le régime consulaire et impérial est un modèle du genre dans l'absence complète, totale et absolue de liberté, par le biais de l'administration. C'est l'administration qui contient, en les interdisant, les manifestations de la liberté. Bon, la presse, de mémoire, il y a 13 journaux autorisés sous le Consulat et l'Empire. Il est interdit de publier. C'est merveilleux. Il y avait presque plus de liberté sous l'Ancien Régime, évidemment, que sous le Consulat et l'Empire. Bon, la religion, on en parlera demain avec Pierre-Éric Le Gall, elle est quand même très sérieusement administrée. D'abord, il n'y a plus que 3 religions. Les fameuses congrégations autorisées, oui, 4. Et les articles organiques, 77 articles pour l'Église, 44 pour les autres. Voilà. Concordat, 17 articles. Les articles organiques instrumentalisent l'Église à des fins de paix sociale, avec un clergé fonctionnalisé comme dans la Constitution civile du clergé, et un contrôle policier sur l'Église, et on demande à l'Église d'exercer elle-même un contrôle sur la population. Bien, bon, tout ça, c'est la traduction d'un régime ultra-autoritaire. Il n'y a aucune liberté politique. Je veux bien que le Second Empire, il est mis fin à l'interdiction des coalitions d'ouvriers, mais enfin, ils vont pas manifester immédiatement en présence de l'article 291 du Code pénal. Ce fameux Code pénal de 1810, qui est le plus dur de tous les dans l'histoire des codes pénals, c'est le plus dur, celui de 1810. Il interdit, vous savez, toute réunion de personnes de plus de 20 personnes qui voudraient s'entretenir de sujets politiques. L'instruction, c'est la conséquence du Concordat. On réintroduit l'Église dans la société. Il ne faut pas qu'elle ait le monopole de la collation des grades. Puisque concrètement, dans les salles d'asile pour les tout-petits, c'est l'Église qui s'occupe de l'instruction, depuis qu'on avait rendu l'Église à sa liberté en 1795 par la première séparation. Et donc on crée l'université impériale pour rappeler que l'État a le monopole de la collation des grades. Donc l'instruction est entièrement administrée, et cette université impériale va être l'occasion, évidemment, d'autoriser l'enseignement privé, l'enseignement catholique évidemment, mais sous réserve qu'il soit autorisé, inspecté, etc. Donc administré. L'enseignement privé est administré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enseignement catholique sous contrat, sinon un enseignement administré? Bon, on singe en plus l'ancienne puissance de l'Église en empruntant jusqu'au vocabulaire dans l'instruction, puisqu'on va avoir un recteur d'académie, on va avoir des inspecteurs, parce qu'il s'agit de sonder les consciences, mais l'université impériale et l'instruction en général au XIXe siècle, on parle aujourd'hui de service public, ce sont d'abord des mesures de police. D'ailleurs, on construit des murs autour des écoles, comme on construit des murs. Le système napoléonien adore les murs, adore enfermer et classer. Non, mais c'est une société de classement, de même qu'on fiche les gens, de même qu'on met de l'ordre, même en urbanisme, on met de l'ordre. Bon, ça sont les libertés publiques classiques. Mais dans les libertés individuelles, précisément, tout est ordonné à des autorisations administratives et à des contrôles administratifs. Bon, qui ressurgiront sous Vichy. Dès qu'on reviendra à un régime autoritaire où la démocratie est morte, le modèle napoléonien aura du vent dans les voiles. Et il ne faut pas s'étonner du contrôle administratif et policier qu'on a eu sous Vichy, parce que l'administration napoléonienne, les cadres de l'administration napoléonienne n'avaient pas disparu, ni sa logique tout à fait. Bon, c'est d'abord un monde de papier qui apparaît, le monde des fameux formulaires administratifs. J'ai eu, grâce à Frédéric, l'occasion de beaucoup y réfléchir et donc de donner des sujets d'études. C'est le monde des papiers, et le papier le plus important et qui fait l'objet d'une grande standardisation. Il y a une thèse qui est actuellement en cours là-dessus de M. Wéry à Paris 2, qui a obtenu un contrat doctoral, j'en suis très heureux. C'est le monde des passeports. Alors les passeports, lui fait une thèse sur quelque chose qui avait été complètement oublié,
dont je me demandais si ça avait eu une grande utilité, ce sont les passeports intérieurs. Bon, il existe en fait des milliers et des milliers et des milliers de passeports intérieurs délivrés par canton, puisque c'est une législation qui date du Directoire, qui va être renforcée sous sous l'Empire, qui invente un papier officiel. Tout vient du ministère de l'Intérieur sous l'Empire, c'est ça la nouveauté. Pour se déplacer d'un canton à un autre, on doit demander un passeport pour l'intérieur, qui est délivré par la mairie, qui doit être visé par la mairie de l'endroit où on se déplace, qui peut faire l'objet d'un contrôle de la part de la gendarmerie, ou qui est visé par le commissaire de police lorsqu'on arrive dans une ville. Donc même la personne la plus innocente qui soit, même la personne de bonne mœurs, même le bon bourgeois, d'ailleurs qui avait intérêt à demander un passeport pour l'intérieur, hein, pour demander la protection des gendarmes s'il était commerçant, le passeport de l'intérieur, ça n'a pas qu'à contrôler. Mais non, il n'empêche qu'on commence un grand fichage, qui va devenir une spécialité française, le fichage des individus, parce qu'en plus dans les passeports pour l'intérieur, commencent les descriptions physiques des individus, leur âge, leur profession, etc. Ce sont les passeports pour l'intérieur. Bon, il y a les passeports évidemment plus anciens qui datent de l'Ancien Régime pour l'extérieur, pour quitter le pays. Et puis ensuite, il y a les passeports spéciaux aux populations dangereuses. Bon, Jean-Baptiste Masméjean connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Il y a les passeports pour cette population dont on se méfie beaucoup parce que elle est susceptible de provoquer des révolutions. Ce sont les ouvriers. Avec le grand renforcement de la législation de l'an 10 et de l'an 11, où le livret ouvrier qui sert en même temps de passeport est renforcé, il doit être visé par le commissaire de police, on peut contrôler le déplacement et le cas échéant arrêter les ouvriers, puisque la paye doit être spécifiée sur le livret ouvrier, ce qui permet de voir si ce sont des bons citoyens, s'ils ne voyagent pas trop, etc. Il y a donc un fichage administratif particulier, tout ça est administratif pour les ouvriers. Pour les vagabonds, ça va être la même chose, le mendiant et le vagabond. Grande hantise du 19e siècle, puisque le mendiant et le vagabond, c'est celui qui a pris la Bastille. Il est le fauteur des troubles et des désordres. On pense qu'il y avait au moins un quart de mendiants et de vagabonds à Paris, hein, sous la Révolution française. Les révolutions naissent de la misère. Le 19e siècle est le siècle de la bourgeoisie capitaliste et libérale, mais qui suscite en contre-coup, il faut être marxiste pour le dire, évidemment de plus en plus de misère, et donc beaucoup de mendiants et vagabonds. Bon, ils ont leur feuille de route. Les municipalités sont généreuses, elles leur délivrent quelques centimes pour qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Bon. Et c'est évidemment sous le Consulat et l'Empire qu'on a reconstitué en théorie les dépôts de mendicité. Ludmilla Fagot en sait sans doute plus que moi, parce que sur le papier ils doivent être reconstitués. Le régime napoléonien adorait mettre en ordre les choses, mais n'avait pas les moyens financiers, donc en général c'est la Restauration et la monarchie de Juillet qui a mis en œuvre Il n'empêche que ce sont des idées pour l'administration napoléonienne. Le mendiant et le vagabond doit être absolument suivi à la trace. Il a son passeport pour l'intérieur et il a sa feuille de route. Voilà, parce que le passeport pour l'intérieur, il y a un droit de timbre qu'il faut payer. Il ne paye pas ce droit de timbre, le vagabond. On lui délivre une feuille de route avec quelques centimes, mais il doit aller se rendre au dépôt de mendicité, ou alors il doit un jour, et dans le dépôt de mendicité, il sera prié de se réinsérer par le travail, une tradition d'Ancien Régime qui avait réactivé la législation révolutionnaire. Puis je citerai un dernier exemple, qui avait fait l'objet d'un bon mémoire de Master 2 en 2020, pour une population réputée dangereuse et qui a été pourtant suscitée par la population masculine. Pour les prostituées, c'est l'arbitraire le plus absolu qui va régner, puisque c'est l'administration qui va inventer un régime juridique pour d'ailleurs cette expression va apparaître à ce moment-là, celle qu'on appelle les filles soumises. On les appelle les filles soumises. Il y en avait 178 en 1808 à Nantes. Il y a la liste qui est dressée par le maire, par un arrêté du maire, qui signe maire de Nantes, chevalier de la Légion d'honneur. Et donc il a dressé la liste des 178 de prostituées avec leurs origines. Bon, pourquoi est-ce qu'il a la liste? Parce qu'elles ont été fichées. Elles ont été, comme on dit, encartées. C'est le préfet de police de Paris qui a créé cette préfecture de police de Paris. En 1940, je crois que ces 2 millions de personnes auront été fichées depuis 1800.
C'est un record. Bon, ce qui expliquera le zèle à partir de 1940. Parce qu'il y a un savoir-faire. Bon, ce modèle de la préfecture de police de Paris, il a été reproduit par toutes les villes, en fait. Et donc, à Nantes, comme ailleurs, il y a l'obligation pour les filles qui deviennent donc soumises, mais soumises à l'administration. Parce que l'administration n'est pas proxénète, puisqu'elle ne tire pas de revenus, mais elle organise tout. C'est, vous le savez, la prostitution réglementée. Pour ouvrir une maison close, il faut l'autorisation, il faut un arrêté municipal en fait, qui impose qu'on ferme les fenêtres pour que le juge ne voit pas à travers les fenêtres, mais puisse s'y rendre à minuit. Il faut les éclairer avec la fameuse lanterne, etc. Il y en avait beaucoup, des maisons de prostitution à Nantes, elles sont toutes administrées. Et donc les filles étaient fichées soit d'autorité, soit volontairement. Alors j'étais surtout fiché d'autorité. C'est-à-dire qu'elle devait, mais si on réglemente, s'il y a un réglementarisme en matière de prostitution, c'est qu'on les veut toutes au même endroit. Comme c'est dangereux la prostitution, mais comme c'est jugé nécessaire, on considère qu'il faut réunir toutes les filles soumises au même endroit, donc dans ces fameuses maisons closes où il y avait un tenancier ou une tenancière qui négociait son bail avec la commune, avec un statut juridique de ce bail. Est-ce une concession de service public? Est-ce un marché? J'en sais rien. Donc ces filles soumises étaient fichées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient soumises à un contrôle médical tous les 15 jours obligatoire. Voilà. Et celles qui résistaient étaient évidemment interdites de profession, donc étaient réduites à la misère et étaient enfermées dans des hospices en général. Et puis il y avait ce qui paraît-il était le fichage volontaire, c'est-à-dire pour les prostituées qui exerçaient à domicile, qui sont en fait très peu nombreuses et qui en fait essayent de se soustraire au contrôle administratif. C'est pour ça qu'elles échappent à ce qu'on appelait les maisons closes. Elles veulent pratiquer chez elles, mais elles font l'objet de contrôle de police en fait. Et donc le fichage dans la pratique pas volontaire, il est imposé par la police administrative, puisqu'on a deux arrêts, un arrêt de cour d'appel et un arrêt de cour de cassation qui se prononcent. On a des prostituées qui exerçaient à leur domicile et qui ont voulu contester la légalité de l'arrêté municipal, de l'arrêté du maire qui rend obligatoire non pas le fichage, mais la visite médicale. Tous les 15 jours. Bon, elles ne devaient pas être en très bonne santé, ces dames, et donc elles ne voulaient pas subir l'examen médical. Et les juges judiciaires, évidemment, ont considéré que l'arrêté municipal était tout à fait dans les prérogatives de la police municipale, donc a tenu la main à l'autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles, là en l'occurrence pas du tout, pour des prostituées qui ont eu le courage quand même d'aller jusqu'en cassation et qui se sont fait donc débouter. Tout ça pour dire, évidemment c'est un cas extrême la prostitution, mais avec les passeports intérieurs on a la preuve que toute liberté, celle d'aller et venir, est administrée. Et donc moi je veux bien qu'on qualifie le 19e siècle de siècle de libéralisme. Mais il faut bien s'entendre sur ce qu'est le libéralisme. Précisément, si le 19e siècle peut être qualifié de libéral, c'est parce qu'en contre-coup de cet hyper-autoritarisme administratif du consulat et de l'Empire, on a voulu une respiration libérale, confère le droit public des Français en titre 1 de la Charte. On a voulu renouer à minima avec une liberté inscrite dans le droit constitutionnel. Seulement, on n'est pas revenu à la logique révolutionnaire, même à partir de 1814, sauf chez des ultras type Benjamin Constant. Mais dans l'ensemble, les libéraux sont, comme le dit Lucien Jaume, des libéraux étatistes. C'est-à-dire qu'ils veulent des libertés, mais des libertés à la condition qu'elles soient administrées, puisqu'on ne va pas remettre fondamentalement en cause ni la police administrative, ni ses prérogatives. Je vous remercie de votre attention.